Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent donc, dans la salle ou sur YouTube. Et merci à Dr Neuro d'organiser ce magnifique événement. Donc, je m'appelle Patrick Wolf et je suis en deuxième année de thèse et j'étudie donc la biochimie du récepteur P2X7 et son application donc, dans les douleurs neuropathiques. C'est une thèse en codirection entre le laboratoire de conception et d'application de molécules bioactives à Kirch et l'INSEE, donc ici à Strasbourg. Donc, pour me présenter un tout petit peu plus, j'ai commencé mon cursus universitaire par une première année commune des études de santé, comme probablement un grand nombre de personnes. Et je ne sais pas si ce n'était pas fait pour moi ou si ma motivation n'était pas suffisante, mais au final, je me suis réorienté en licence de biologie à l'université de Strasbourg. Donc, j'ai totalement changé de ville et je suis tombé amoureux de Strasbourg. Et donc, j'ai continué à faire mon cursus scolaire, donc mon cursus universitaire, à l'université de Strasbourg, en master de neurosciences cellulaires et intégré. Donc, à l'issue de ce master, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mon cursus universitaire toujours à Strasbourg. J'aime beaucoup Strasbourg, effectivement. Et maintenant, je suis donc en deuxième année de thèse et je travaille donc sur la biochimie du récepteur P2X7 et son implication dans les douleurs neuropathiques. Si tout se passe bien, dans quelques années, j'espère pouvoir continuer à effectuer la recherche fondamentale et surtout continuer mes activités d'enseignement à l'université. Parce que j'apprécie énormément cette dualité donc, de recherche et d'enseignement et de partage de tout ce qui est scientifique. Donc, comme je disais avant, j'effectue donc une thèse en codirection entre le laboratoire de conception et d'application de molécules bioactives, donc qui est à Strasbourg, à Kirch pour être exact, et l'INSEE, donc, qui nous accueille aujourd'hui pour cette présentation. Et à l'INSEE, je suis donc dans l'équipe de Rémi Schichter, qui s'intéresse donc plus particulièrement à la signalisation calcique et au traitement de l'information nerveuse dans les cellules gliales de la corne grise dorsale. À Kirch, je suis dans l'équipe de chimie et de neurobiologie moléculaire, dirigée par Thomas Grucker, donc mon directeur de thèse, et c'est donc une équipe qui est spécialisée dans la biochimie des récepteurs P2X, et encore plus dans la biochimie des récepteurs P2X7. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de mon projet à Kirch. On a effectué quelques mutations sur le récepteur P2X7, donc ce sera exclusivement de la biomol, et donc exclusivement de la mutagénèse. Donc j'espère que vous aimez la mutagénèse parce que ça va être beaucoup de ça. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'ATP a été découverte en 1929 et a été considérée jusqu'à là comme une molécule énergétique, donc énergétique universelle, que ce soit de la bactérie jusqu'au mammifère. Néanmoins, très rapidement, d'autres équipes se sont intéressées à cette belle molécule et notamment à son action sur le cœur. Et effectivement, en 1929, une équipe a montré que de l'application locale d'ATP pouvait avoir des effets sur le cœur. En 1948, d'autres équipes ont montré des effets centraux et périphériques de l'ATP. Il faudra attendre 1962 pour qu'une conduction nerveuse, donc une conduction par les fibres nerveuses, donc non adrénergique et non cholinergique, soit démontrée. Donc en gros, ils ont appliqué de l'ATP sur des nerfs et les nerfs ont répondu. Dans les années 70, Bernstein, donc c'est un peu le papa de l'énergie, de l'hypothèse cholinergique, a établi l'hypothèse cholinergique comme quoi l'ATP pouvait être un messager nerveux, donc, au même sens que les autres neurotransmetteurs jusqu'à la décrit. Cependant, cette hypothèse était très controversée. Comment une molécule énergétique peut aussi être neurotransmetteur? Et effectivement, il faudra attendre les années 80-90 pour l'identification et le clonage des premiers récepteurs purinergiques. De nos jours, on a découvert plusieurs familles de récepteurs purinergiques qui peuvent être donc activés directement par l'ATP ou alors par ces sous-produits qu'on retrouve aussi dans le milieu extracellulaire. Donc voici la molécule d'ATP, comme elle est présente donc, dans le milieu extracellulaire. Et il faut savoir que l'ATP est très rapidement dégradé dans le milieu extracellulaire par des ectoenzymes. Donc c'est des enzymes qui vont découper l'ATP en ADP en enlevant un phosphate inorganique, puis en AMP et enfin en adénosine, donc juste avec l'adénine ici et le ribose ici. Ces différents sous-produits vont agir sur différents récepteurs. Nous, de la famille de récepteurs qui nous intéresse le plus, c'est la famille P2X, qui est donc exclusivement activée par l'ATP. Cependant, l'ATP peut aussi activer d'autres récepteurs, comme par exemple les P2Y, et les sous-produits peuvent activer aussi les P2Y et l'adénosine qui activera les P1 ou encore les récepteurs A1. C'est la même chose, A1 et P1.
Donc, comme dit précédemment, on va s'intéresser principalement à cette famille-là, qui est donc une famille ionotrope. Une fois que ce récepteur est activé, on aura donc un influx d'ions ou un efflux d'ions. Il faut savoir que cette belle famille est composée de 7 sous-unités qui ont été nommées P du X1 à P du X7. Je ne saurais pas vous dire si le P du X1 a été découvert en premier et le P du X7 en dernier. En tout cas, il y en a 7. Et ils sont exprimés dans l'ensemble de l'organisme, donc dans le système nerveux central, sur les muscles, sur les cellules immunitaires, vraiment partout. Donc là, au niveau de l'homologie de ces séquences, pour l'homologie, c'est vraiment à quel point P du X1 est égal à P du X2, par exemple. Chez le rat, on a 40 à 50% d'homologie. Donc ce sont quand même des sous-unités qui ont une forte homologie. Toutes ces sous-unités donc, ont une topologie commune. Ils ont la région C-terminale et N-terminale intracellulaire. Ils ont 2 segments transmembranaires, donc ici et là. Et ils ont une large boucle extracellulaire, donc c'est cette partie ici. C'est aussi cette partie qui va servir donc à activer le récepteur quand il sera dans sa forme trimérique. Et il y a aussi une cape cytoplasmique, donc c'est une petite partie intracellulaire qui permet notamment à stabiliser le récepteur à la membrane. Donc pour que ce récepteur soit fonctionnel, c'est-à-dire pour qu'il puisse être activé par l'ATP extracellulaire, il doit être sous sa forme trimérique. Donc on peut avoir des configurations homotrimériques. Toutes les sous-unités sont les mêmes, donc par exemple P du X1, P du X1 et P du X1, ou alors des formes hétérotrimériques avec une sous-unité qui sera différente des 2 autres. Donc je vous laisse imaginer le large spectre de récepteurs P2X qu'on peut trouver avec 7 sous-unités différentes. Une fois que ce récepteur est fonctionnel, il va être sensible à l'ATP extracellulaire. Il faut de très faibles quantités d'ATP extracellulaire normalement pour activer ce genre de récepteur. Une fois que le récepteur est activé, on va avoir un influx cationique, donc une entrée de calcium dans la cellule, et lorsque le calcium entre dans la cellule, il va pouvoir activer des voies pro-inflammatoires, anti-inflammatoires, ou jouer par exemple sur l'épigénétique de la cellule. Donc généralement, le calcium est aussi associé à une excitotoxicité, donc l'expression de ces récepteurs et leur activation doit être extrêmement bien régulée. Ben oui, parce que si maintenant il y a de l'ATP dans le milieu extracellulaire et que ces récepteurs sont tout le temps activés et qu'il n'y a aucun contrôle, ben finalement la cellule va juste malheureusement mourir par apoptose ou par nécrose. Donc ces récepteurs sont très très régulés. Il existe plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. C'est des mécanismes généraux qui existent donc pour les récepteurs P2X, mais aussi pour d'autres récepteurs dans notre organisme. Il existe des mécanismes de désensibilisation. Donc, si le récepteur est trop stimulé, que ce soit trop longtemps dans le temps ou à de très fortes répétitions, il va juste plus répondre au bout d'un moment. Donc, l'ATP va toujours se fixer, mais le récepteur ne répondra plus. Il n'y aura plus d'entrée d'ions, d'entrée de calcium dans la cellule. Une autre technique, c'est donc l'endocytose. Et là, effectivement, une fois que ce récepteur est activé, comme c'est par exemple le cas avec le P du X4, ben, il va rentrer dans la cellule. Une fois qu'il est dans la cellule, il ne pourra plus être activé par l'ATP extracellulaire et donc, encore une fois, ne plus répondre. Un autre mécanisme de protection vis-à-vis d'une trop forte activation, c'est d'avoir un seuil d'activation très élevé. Et là, c'est par exemple le cas du P du X7 qui possède un seuil d'activation très très élevé pour l'ATP. Donc, il faut des concentrations très très fortes d'ATP dans le milieu extracellulaire pour qu'il soit activé. Et généralement, ces concentrations sont rencontrées en conditions pathologiques, comme par exemple dans les douleurs neuropathiques ou juste les inflammations. Donc, on va aborder un tout petit peu plus ce récepteur P du X7, qui est un peu la clé de voûte de ma thèse. Sans ce récepteur, il n'y a pas de thèse. Donc, on va lui dédier une petite minute. Donc, voici une sous-unité du récepteur P du X7. Effectivement, elle ressemble à 50% à peu près à toutes les autres unités. Effectivement, il y a ces 2 segments transmembranaires, une large partie extracellulaire ici, où se lira l'ATP, et une partie intracellulaire. Ce récepteur P du X7 est très intéressant, surtout pour moi, parce qu'il est exprimé notamment dans les cellules gliales et microgliales du système nerveux. Donc par cellules gliales, j'entends tout ce qui est bien sûr oligodendrocytes et cellules de Schwann, qui vont donc par exemple myéliniser les axones, et les cellules microgliales, au final, c'est un peu les cellules immunitaires de votre système nerveux central. Dans sa forme trimérique, que voici, il est donc perméable aux cations. Donc, une fois qu'il est activé, on aura une entrée de calcium et une entrée de sodium et une sortie de potassium.
Il a donc une affinité très faible pour l'ATP. Donc on a un EC50 qui est supérieur à 1 millimolaire. Généralement, dans le milieu extracellulaire, on a des concentrations proches de 10 micromolaires et la concentration de 1 millimolaire est plutôt rencontrée en intracellulaire. Donc je vous laisse imaginer comment ce récepteur peut être activé. Une lisse cellulaire, et hop, la concentration d'ATP monte énormément et activera ces récepteurs exprimés sur les cellules microgliales qui répondront en conséquence. Plusieurs particularités ont été décrites dans ce récepteur en 2019 parce qu'ils ont réalisé la structure cristallographique et ils se sont aperçus notamment de la présence de ces cystéines qui sont palmitoïlées. Donc en gros, ils ont une longue chaîne dessus et ces cystéines qui sont exprimées donc, au niveau de la membrane vont s'ancrer dans la membrane, donc vraiment comme une encre dans le sable quand on jette l'encre, et ils vont permettre donc que ce récepteur ne désensibilise pas. Ils vont vraiment l'ancrer dans la membrane et il restera dans sa conformation ouverte. Et donc, quand on l'activera plein de fois, il répondra toujours. Une autre particularité de ce récepteur, et heureusement qu'elle est là, parce que c'est cette partie qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est cette partie intracellulaire qui est donc très très grande par rapport aux autres parties intracellulaires des récepteurs P2X. Donc, par sous-unité, il y a 120 résidus supplémentaires qui ont été nommés le ballast cytoplasmique. Ce ballast peut servir de port d'ancrage et d'initiation à différentes cascades intracellulaires pouvant amener à des signalisations pro-inflammatoires, anti-inflammatoires ou autres. Donc jusqu'à maintenant, il a été montré que ce joli ballast ici, donc là vous le voyez d'en haut, a été impliqué dans les cinétiques d'ouverture et de fermeture. Donc en gros, pour tester ça, ils ont juste enlevé le ballast, donc tout ça c'est parti, et ils ont fait des expériences, et ils ont vu que par rapport à la forme classique, il n'y a pas de différence. En plus, il semblerait que ce ballast ne soit pas impliqué directement dans la fonction canal. Donc avec ou sans, le canal réagit de la même façon. Cependant, il est impliqué dans un phénomène qui est très mystérieux, c'est un bien grand mot, qui est très énigmatique, on va plutôt dire, c'est donc le phénomène de perméabilisation cellulaire. En gros, lorsque le récepteur P2X7 est activé, au bout d'un moment, on va avoir comme des trous dans la membrane qui vont laisser passer de petites molécules, donc des molécules qui font jusqu'à 900 Dalton, dans la cellule ou alors en dehors de la cellule. Et tout ça, c'est un vrai problème parce que lorsqu'on a un efflux de protéines ou une entrée de protéines qui n'ont rien à faire dans la cellule, ça crée des problèmes. Comme on l'a vu juste avant avec, par exemple, la huntingtine qui est mal repliée. Donc, plusieurs hypothèses ont été envisagées jusqu'à maintenant. Une dilatation du port du P2X7. Donc, en gros, le P2X7, au fur et à mesure du temps qu'il soit activé, va se dilater de plus en plus. Et au bout d'un moment, il y aura un état d'ouverture très, très ouvert, nommé I2, qui laissera passer donc de larges molécules. Une autre hypothèse, c'est donc les complexes multiprotéiques. Donc, un complexe entre récepteurs P2X7 et d'autres récepteurs, comme les hémicanaux, un autre récepteur P2X7, ou alors des canaux chlorures activés par le calcium. Et c'est donc cette hypothèse que nous envisageons le plus au laboratoire. Parce qu'effectivement, c'est là où c'est intéressant, le récepteur P2X7, une fois qu'il est activé, on aura une entrée de calcium. Et si ce calcium active des canaux chlorures et qui vont donc former un complexe avec le P2X7, ça pourrait effectivement être la clé de la perméabilisation cellulaire et donc aussi des phénomènes pro-inflammatoires qui en découlent. Donc voilà ce qu'on pense. Une fois que le P2X7 est activé, il pourrait former un complexe molécule-protéique, entraînant donc des fonctions canales et une activité scramblase, donc une redistribution des phospholipides à la membrane, et tout cela pour entraîner une douleur neuropathique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mutagénèse, comme je l'ai dit juste avant, et on va donc s'intéresser à comment étudier les particularités du récepteur P2X7 d'un point de vue génétique. Donc je vais juste vous parler de mutagénèse dirigée, et de délétion ou insertion de larges séquences nucléotidiques. Donc on a ciblé plusieurs sites qui nous semblaient vraiment très intéressants, notamment le site de conduction aux phospholipides, le site de liaison au zinc, le site de liaison au GDP, et bien sûr le ballast cytoplasmique dans son intégralité, qu'on a enlevé ou alors qu'on a modifié avec des protéines qui vont être photoactivables. Donc, pour faire simple, pour la mutagénèse dirigée, on a utilisé une méthode basée sur la PCR. Donc, on va synthétiser des primers, des séquences d'ADN qui sont donc complémentaires à l'ADN sauvage.
Donc ici en haut, par exemple, on a l'ADN sauvage. Là, c'est une séquence totalement random que j'ai tapée au clavier. Et cette fois-ci, par exemple, on cherche à remplacer cette lysine ici, donc codée par AAG, par une thréonine. Et donc, pour faire ça, on fait quoi? Vraiment, c'est très simple. On remplace juste le nucléotide ici, le A, par un C. Et donc, au lieu d'avoir AAG, on a ACG. Et on aura au final une thréonine à la place de la lysine. Ensuite, ça se passe comment une fois que c'est dans la machine? On prend notre petit tube, on met l'ADN sauvage, nos primers, et on met tout ça dans la machine à PCR. Tout d'abord, il y a une étape de dénaturation. Donc, l'ADN double brun va se dénaturer, ce sera de l'ADN simple brun. Puis, une étape d'hybridation. Les primers vont s'hybrider avec les séquences sauvages. Et ensuite, il y aura élongation par l'ADN polymérase. Donc, en gros, ça va vraiment faire tout le tour, et là aussi. Ensuite, il y a donc entre 30 et 35 cycles. Donc, en gros, cette chaîne va être répétée 30 à 35 fois. Et à la fin, donc, on va récupérer le produit, donc tout l'ADN nouvellement formé, qu'on va digérer par des enzymes de restriction. Ensuite, on va faire une transformation. Et après, on vérifiera les séquences sur gel et par séquençage plus tard. Et donc, tout cela nous permet de créer une banque de mutants P2X7 qui nous permettra d'étudier ces régions qui nous intéressent. Donc, comme dit précédemment, on a ciblé différents sites, le site de liaison au zinc et le site de liaison au GDP. Donc, ici, on a remplacé une cystéine. Donc, une cystéine, c'est un acide aminé avec un groupement sulfate par des sérines et des alalines. Donc, normalement, ici, lorsqu'on fait ces mutations, on ne pourra plus former le complexe au zinc. Il ne pourra plus être lié. Donc, on va, à minima, déstructurer cette région. Pour le GDP, c'est pareil. On a remplacé des acides aminés chargés positivement par des acides aminés neutres. Donc ici, comme le GDP est chargé négatif, il forme des complexes avec les acides aminés chargés positivement. On les enlève, ils sont neutres, le GDP ne peut plus se lier. Pour le site de liaison des phospholipides, c'est un peu différent. On a donc changé deux acides aminés, qui sont des acides aminés neutres, mais de petite taille, par du tryptophane, qui est donc un acide aminé aromatique, qui est très très grand. Et donc, cette fois-ci, on joue sur la taille, petit acide aminé par un grand acide aminé. Et donc, normalement, si tout se passe bien, les phospholipides ne peuvent plus accéder à ce site-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on remplace des acides aminés comme ça? Est-ce qu'on fait ça pour le plaisir ou il y a un vrai but derrière? Et non, effectivement, il y a un vrai but derrière, parce qu'en jouant sur la charge des acides aminés, chargés positivement, négativement ou neutres, ou alors sur les tailles ou sur leur faculté à former des ponts disulfure, on va pouvoir sélectivement cibler telle ou telle région sans forcément affecter l'ensemble de la protéine. Donc, toutes ces manipulations génétiques nous ont permis de créer une banque de mutants P2X7 qui permettront d'étudier les régions cibles. Pour la délétion ou l'insertion de larges séquences nucléotidiques, c'est encore une technique qui est basée sur la PCR. Oui, j'ai fait énormément de PCR durant ma première année. Et cette fois-ci, on va utiliser une méthode qui est basée sur l'assemblage de Gibson. En gros, après avoir fait la PCR, il y aura juste une étape supplémentaire, en gros une étape de ligation, de collage, où on va coller plusieurs fragments d'ADN ensemble. Pour la délétion, bien sûr, on va juste recoller le fragment avec la séquence en moins, et pour les insertions, on va coller 2 ou 3 fragments ensemble. C'est relativement simple, c'est très bien. Donc, en gros, les cycles PCR sont exactement pareils. Il y aura une étape de dénaturation, d'hybridation, puis d'élongation. Donc ça, c'est vraiment le premier cycle. Lors du deuxième cycle, pareil, dénaturation, donc 2 fois plus d'ADN après, hybridation et élongation. Et effectivement, à partir du deuxième cycle, on voit que l'ADN nouvellement formé est plus court et qu'il manque cette partie à chaque fois. Et c'est effectivement cette région-là qu'on veut supprimer. Lors du troisième cycle, à la fin du cycle, donc à la fin de l'élongation, on a effectivement encore plus d'ADN avec la région délétée. Et donc, après 30 à 35 cycles, la proportion d'ADN avec la dilution est largement supérieure à tout le reste. Et donc, on fera une étape de ligation. Donc, en gros, c'est ici. Si on veut déléter une large séquence, on prend juste le produit de PCR qu'on a obtenu. On utilise une 5' exonucléase qui va donc ronger le côté 5' de l'ADN ici. Et après, à l'aide d'une polymérase et d'une ADN ligase, on va refermer le cycle. Et donc, on aura, si tout s'est bien passé, notre protéine sans la région délétée.
Pour l'insertion de longues séquences, c'est pareil. On fait 2 PCR en parallèle, qui auront donc des bouts homologues. On s'arrange pour qu'ils ont des bouts qui correspondent sur les 2 séquences. On mélange tout ça. Et après, il y a une étape de polymérisation et de ligation. Et donc, à la fin, si tout s'est bien passé, on a donc notre plasmide avec la protéine et la région qu'on a insérée. Après avoir fait ça, on croise les doigts, on fait une transformation dans les bactéries, et ensuite, on fait migrer donc ces protéines sur gel, qu'on digère avec des enzymes de restriction différentes. Et donc, on a vraiment cet aspect-là. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Nous avons ici la protéine sauvage, donc le PDX7 wild type, qui a été digéré par les mêmes enzymes que tous les autres. Et normalement, lorsqu'on obtient ce profil-là, c'est que la mutation n'a pas eu lieu. On a de nouveau le PDX7 sauvage. Et par exemple, le clone 4 ici, malheureusement, c'est le PDX7 sauvage. En revanche, le clone 1, 2 et 3 ici ont un profil différent. Donc on peut espérer qu'il y a la mutation qu'on a voulu faire, ou à minima une autre mutation. Donc ici, on a fait le choix de séquencer le clone 2, donc on l'envoie séquencer, et puis c'est une boîte qui fait ça pour nous, hein, c'est Eurofin Genomics, qui font ça très bien. Et après, ils nous envoient la chromatographie de la région d'intérêt, donc là, on a demandé un séquençage de toute cette région, et après, on va comparer cette région à notre protéine sauvage, on va dire, et on va donc s'assurer effectivement que la région n'est pas présente. Donc ici en rouge, c'est la séquence d'origine, en bleu, la séquence mutée, donc celle que la boîte nous a renvoyée, et effectivement, on voit que toute la partie en jaune ici est absente. Donc effectivement, on a enlevé le ballast, il n'est plus là. On a quand même fait attention à bien laisser le dernier codon ici, le codon stop, parce que sinon la transcription continue et ça ne voudrait plus rien dire. Donc voilà, la délétion a été validée et maintenant on va pouvoir utiliser par exemple cette protéine dans diverses expériences pour voir l'implication du ballast. Pour l'insertion d'un fragment d'ADN, comme par exemple la protéine LOVE2 que vous avez ici, c'est donc une protéine qui est photosensible. Sous l'action de la lumière bleue, elle va donc changer de conformation. Ça, c'est vraiment l'obscurité. Les deux, la partie, le corps de la protéine et l'hélice alpha ici, sont dockés ensemble. La protéine ne prend pas trop de place. Hop, action de la lumière bleue, on aura une dissociation. La protéine prend énormément de place. Et on espère donc utiliser cette faculté pour, au final, faire que l'interaction entre le ballast du PDX7 et d'autres protéines ne pourra plus se faire. Donc si ça marche, ce serait vraiment trop cool, parce qu'on pourrait conserver la fonction canal tout en supprimant l'activité scramblase, et donc diminuer tous les phénomènes de douleur neuropathique, d'inflammation, et voilà. Bien sûr, la PCR est utilisée pour faire de la mutagénèse, mais permet donc aussi de quantifier, par exemple en utilisant la RT-qPCR ici, donc ça permet de quantifier de l'ARN messager dans les cellules, c'est notamment utilisé pour les tests Covid, donc voilà, c'est une méthode très très en vogue. Donc, je vous remercie pour votre attention et c'est un réel plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions d'ordre scientifique ou personnel, n'hésitez pas. Pas trop personnel quand même. Donc, merci Patrick. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes de compréhension, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas dans le chat. Pareil ici, si vous avez quelques questions, on ne va pas s'attarder trop parce que c'est un petit peu dépassé. Ouais, je suis désolé. La génétique, ça prend toujours 10 minutes de plus. Du coup, si vous avez juste 2-3 questions. Ouais, Elise. Je voulais juste savoir, du coup, le récepteur PDX7, s'il peut exprimer du système nerveux central, est-ce qu'il exprime déjà? Oui, alors c'est un récepteur qui est vraiment exprimé dans l'ensemble de l'organisme. Et c'est pour ça qu'on pense aussi que c'est un peu la clé de l'inflammation. Il est notamment impliqué dans l'inflammasome NLRP3, c'est un récepteur central, et donc il est exprimé préférentiellement dans les cellules immunitaires, que ce soit les cellules immunitaires du système nerveux central ou alors périphériques. Ouais. S'il y a, on va dire, un petit problème au niveau de l'expression de ce récepteur à un endroit au niveau du cerveau, est-ce que du coup c'est la même chose pour tout le reste du corps ou est-ce que c'est vraiment spécifique de telle zone? Et si c'est pas spécifique, est-ce que du coup il y a des pathologies qui sont connues Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune pathologie qui a été directement reliée à une mutation de ce récepteur-là.
il existe des mutations qui font que ce récepteur soit activé à des plus faibles concentrations d'ATP, mais c'est des mutations qu'on a obtenues in vitro et ça n'a pas encore été screené chez la population. Mais dans tous les cas, ce récepteur, et ça c'est avéré, est impliqué dans tout ce qui est inflammation, et donc bien sûr toutes les maladies qui en découlent, que ce soit les douleurs neuropathiques, Parkinson, Alzheimer ou autres. Tu as dit que quand le B2X7 il est endocité, ça ne peut plus lier l'ATP extracellulaire. Mais en fait, l'ATP c'est synthétisé dans la cellule et il y a des concentrations très fortes dans la cellule. Du coup, est-ce que ça peut activer le récepteur? Et si oui, c'est quoi son effet? C'est une très bonne question et justement en faisant mon speech hier soir, je me suis posé cette question. Est-ce que les récepteurs purinergiques, donc P2X ou autres, intracellulaires peuvent être activés? Je n'ai pas la réponse, mais je vais faire la biblio tout à l'heure. C'est une question que qui était revenue dans ma tête. Et juste une petite dernière, est-ce qu'il y a des différences d'expression du P2X7 entre des microglies activés et non? Ça oui, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de consensus pour le moment. Il y a certaines équipes, donc des équipes qui travaillent sur de la microglie, que ce soit primaire ou sur des lignées, qui ont démontré une augmentation de l'expression de P2X7. En conditions inflammatoires, il serait up-régulé, donc je n'aurais plus sa membrane. Donc oui, j'aurais tendance à dire qu'en conditions donc, pathologiques, en conditions de microglie activée, surtout la forme M1 qui est donc pro-inflammatoire, on aurait plus de récepteurs P2X7 à membrane. Cependant, pour la forme donc, M2 qui est considérée comme anti-inflammatoire, ce serait plutôt l'inverse. On aurait moins de signalisation P2X7. Et Noémie. Du coup, je voulais juste savoir, est-ce que tu as prévu de faire un peu du micro ou pas du tout durant ta thèse? Alors, pour le moment, on est sur la lignée cellulaire, mais effectivement, après discussion avec d'autres chercheurs, on va envisager dans un premier temps d'aller sur de la microglie primaire, donc de souris ou de rat, et si tout se passe bien, peut-être après rajouter de la microglie primaire transfectée avec le P2X7 photoswitchable sur des tranches, mais ça c'est vraiment dans un deuxième, voire troisième temps si tout se passe très bien. Moi j'espère qu'on va jusqu'à là, parce que ce serait trop cool. C'est bon pour tout le monde? On va switcher du coup. Merci Patrick en tout cas. C'est la pause.